Benoît est né en 1977, donc c'est un garçon qui est jeune. Il est diplômé d'une grande école qui s'appelle l'ICN Nancy, doublé d'un master à Aston. Aston étant, comme vous le savez, à Birmingham, une des patries de la maison Jaguar. Et après ton premier job, et ça c'est assez étonnant, tu rentres chez Sanofi, pourquoi pas, mais pas n'importe où, chez Sanofi, au Panama. Exactement. Qu'est-ce que ça les fout là-bas, hombre? Bah, je fais partie de cette génération qui devait encore faire son service militaire. Ah oui, pas si jeune que ça, alors. Pas si jeune que ça, ouais. Et à l'époque, tu pouvais faire un truc qui s'appelait la coopération au service national en entreprise, donc le CSNE, qui est devenu le VIE aujourd'hui. Et donc j'ai fait un CSNE au Panama pour perfectionner mon espagnol. Voilà, donc, Bon, elles sont comment les Panaméennes? elles sont pas mal. Et les Papers aussi? Ouais. Les Papers aussi, ouais. Alors, dans ce pays-là, je suppose que tout était en cash, non? C'était comment ça se passe? Ah, je vois, non, mais c'est une maison sérieuse, hein, c'est une maison sérieuse, Sanofi. Hein, mais le Panama, c'est un petit pays, c'était leur plateforme logistique pour toute l'Amérique latine. Et alors ensuite, tu reviens en France chez Louis Vuitton. Alors, un peu après, ouais. Je suis resté un petit peu chez Sanofi et après, je suis rentré chez Vuitton, effectivement. Et là, tu faisais quoi? J'étais contrôleur de gestion. C'est plus il faut des contrôleurs de gestion. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai, il en faut. Toutes les boîtes qui perdent surtout du fric. chez Louis Vuitton. Hein, Ouais, parce surtout que chez Louis faut Vuitton. compter, Quoi. hein. Reporting. Et alors, après, donc en 2008, tu vas intégrer La Cornue. Qui a un piano de cuisine, La Cornue? Un. Ah, il y en a quand même plus, moins que. Est-ce qu'on a le de combo Rocave, la cornue Eurocave? Alors là, on a le combo Ouais, la cornue Eurocave. alors, La Cornue, donc ça c'est une pépite, hein, on va dire leader du piano de cuisine haut de gamme. Oui. Et donc là, tu as débuté, tu étais directeur financier et tu as fini donc patron de la boîte, quoi. Exactement, ouais, je suis resté 13 ans chez La Cornue, 8 en tant que DAF, et puis donc du côté obscur, et puis du côté un peu plus lumineux en dirigeant la boîte pendant 5 ans. Ouais. Et le capital, ça appartient à qui, ce fleuron français? Ouais, ce fleuron français appartient aujourd'hui à un groupe américain, industriel. Ouais. Donc oui, vous pouvez dire bouh. Hein, tu as été biberonné au reporting aussi, quoi, hein, reporting. Ouais, j'étais biberonné au cash flow, reporting. Ça va de combien d'ailleurs la gamme La Cornue? Ça débute à combien pour les pauvres? La Cornue, alors comme ça, si mes souvenirs sont bons, ils sont pas si éloignés que ça démarre autour de 6-7 000, prix de départ, et ça monte, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, quoi. Alors, tu as atteint il y a quasiment 2 ans, 18 mois, ton nirvana professionnel en devenant le patron d'Eurocave. Un mot sur l'historique d'Eurocave. 1976, c'est la création de la boîte. Et c'est vous qui avez inventé le concept d'armoire à vin. Exactement, on a inventé la première armoire à vin. Une des spécificités d'Eurocave par rapport à nos concurrents, c'est qu'on vient du vin. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais voulu faire de réfrigérateur, on a voulu faire des caves à vin. Depuis le départ, quand beaucoup de nos concurrents, eux, sont partis du réfrigérateur, qu'ils ont adapté pour faire une armoire à vin. Une armoire à vin. Donc aujourd'hui, tu produis en France, Cocorico, Merci. à Fourmi, c'est là, ça? on peut dire que c'est bien, hein, parce qu'on a dit groupe américain. Mais là, dans les Hauts-de-France, voilà, bravo. Et donc tu emploies combien de personnes dans les Hauts-de-France? Merci. On fabrique en France, à Fourmi, voilà, si vous ne savez pas où c'est près de la frontière belge. Pour ceux qui boivent, c'est près de l'abbaye de Chimay. Voilà. Ah ben très bien. Et au lieu exactement, du syndicalisme. merci Monsieur Jacob. Christian. Exactement. Et alors donc là, le fait de produire en France, c'est quoi l'effet de prisme? Ça aide à vendre en France? Est-ce que ça a une résonance hors de nos frontières ou tout le monde s'en fout? Alors ça, c'est dans les... Alors non, ça a deux importances. Déjà, fabriquer en France pour vendre en France, c'est important. La France, c'est notre deuxième marché. C'est 30% de notre chiffre d'affaires, donc c'est important. Les clients qui achètent français à l'étranger, ils aiment savoir que ton produit il est vendu aussi sur ton marché national. C'est-à-dire qu'ils pensent que, et ils ont raison, que les Français sont de bons consommateurs, que quand ils achètent des produits, ils savent ce qu'ils achètent. Et donc, ils font un peu pareil. Donc, c'est important d'être fort sur son marché intérieur quand on est en premium. Et donc, pour moi, c'est important qu'on soit bon en France. Donc, on l'est, ça c'est bien. Et ça nous aide effectivement à vendre à l'export. Mais aujourd'hui, notre premier marché, c'est les US. US, quoi. Une armoire à vin, chez toi, ça va de combien à combien? Et si on veut les voir du côté de la Porte Bayou, est-ce qu'il y a un endroit où on peut les visiter, si je puis dire? Ouais, alors le groupe Eurocave, c'est 3 marques déjà. On a une marque qui est vendue en grande distribution chez Darty Boulanger, par exemple, ou chez macavavin.com. Faut en citer 3, je crois. Hein, il ne faut pas se faire taper sous les doigts. Cette marque s'appelle Artevino. Elle démarre autour de 2 000 € aujourd'hui. Fabriquée en France également. On a 2 autres marques. Une qu'on ne retrouve pas trop en France et beaucoup à l'export, qui s'appelle Transtherm, qui est catégorisée un peu comme Eurocave, qui démarre autour de 3 500 €.
Et Eurocave aujourd'hui démarre, pareil, à peu près autour de 3000, 3500 euros pour une Eurocave. Une grande taille, hein, une petite taille, c'est un peu plus cher. Et alors, il y a des caves pour faire vieillir le vin et d'autres pour les conserver. Ce sont deux choses différentes, mon cher David Cobold. Il y a des caves à vin de service et des caves à vin de vieillissement. Alors, j'espère que vous savez quel type de cave vous avez, mais elles ont deux fonctions différentes. Il y en a une, et c'est très important, on en parlait tout à l'heure à table, avec nos excellents vignerons de ce soir. La température de service est super important. C'est-à-dire que les vins rouges sont souvent servis trop chauds et les vins blancs souvent trop froids. Donc les restaurateurs connaissent bien ça. Donc avoir une bonne cave à vin de service, c'est important. Vous servirez vos vins à la bonne température. Donc vous respecterez le travail du vigneron jusqu'au bout. Et après, quand vous achetez des grands crus qui ont besoin d'attendre 10, 15, 20 ans, voire plus, ou comme les Ikem d'Alain, d'attendre une petite, un petit centenaire. 1800 Ikem. Voilà, un petit centenaire. Là, il vous faut une cave à vin de vieillissement. Et effectivement, les fonctions pour faire vieillir le vin et pour assurer le service ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous avez besoin d'une excellente hygrométrie pour faire vieillir les vins. C'est un petit peu moins important quand vous êtes dans du service. Alors, toi, tu as un vrai problème dans la vie, hein, un vrai problème, même si tu habites Lyon, comme nos amis qui sont en face. Ouais, ils habitent plus au sud que Lyon. Tes armoires à vin ne tombent jamais en panne. Donc, ça veut dire qu'on en achète une fois par vie et on meurt avec. Donc ça, c'est pas terrible pour ton business. Alors, jamais en panne, pas souvent. Dans d'autres métiers, ils ont organisé une obsolescence naturelle, comme ça, pof, ça c'est fini, on achète, non? C'est vrai, je l'envisage sérieusement comme axe de développement majeur de l'entreprise, faire en sorte que nos caves s'arrêtent au bout de 5 ans. Donc c'est un inconvénient d'être trop bon. Et tu avais un peu ça chez la Cornue d'ailleurs aussi. Ouais, alors, c'est un inconvénient d'être trop bon. En fait, je pense pas. Ça nous force à créer des business models qui sont un petit peu différents. Je pense que c'est important d'être bon et d'avoir des produits qui durent longtemps. C'est dans le sens de l'histoire, c'est dans le sens de ce qu'on fait, enfin, de RSE, etc., etc. Puis moi, surtout de respect du client, quoi. On vend des produits qui sont fiables, qui durent longtemps. Voilà. Ça c'est important. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire pour continuer à développer notre business. C'est à développer des accessoires, des services, de l'entretien, des solutions, de moderniser les caves, de faire des échanges de caves. Vous en avez peut-être marre de votre cave qui a 20 ans, et peut-être que vous en voulez une plus moderne, connectée. Il n'y a pas que les caves qu'on peut changer après 20 ans. Oui, je te laisse responsable de tes paroles. Oui. Donc plein d'axes de business. Et puis après, moi, en termes de croissance, j'ai la croissance à l'international aussi qu'on peut faire grandir. On est très exportateur, mais on peut l'être encore plus. Mais quand tu parles armoire à vin, tout ça, innovation, technologie, en fait, c'est un frigo. En fait, tu m'agresses. Je viens d'expliquer que c'était pas un frigo. Alors, il y a des différences fondamentales qui sont intéressantes parce qu'on a un public assez parisien, je crois, ce soir. Déjà ceux qui habitent Paris et qui pensent avoir une très bonne cave naturelle se trompent sans doute. Le premier ennemi du vin, c'est pas la température. C'est les variations de température, mais c'est pas le premier ennemi. Le premier ennemi, c'est les vibrations. Et quand vous avez une cave naturelle à Paris, il y a quand même de fortes chances que vous soyez pas loin d'un métro. Et côté vibration, vous êtes pas mal. Donc pour ceux qui ont des stocks de Pétrus dans des caves soi-disant naturelles à Paris, faites très attention. Un frigo, les vibrations, c'est une catastrophe. Donc c'est tout sauf ça. Après, il y a l'hygrométrie, bien sûr, donc le respect de l'humidité dans la cave qui est quand même très, très important. Ça aussi, le frigo, il s'en fiche, mais alors royalement. Donc, parce que c'est pas son problème. Donc une armoire à vin, c'est tout sauf un frigo. Même si c'est vrai que côté look, ça ressemble quand même. Hein. Bon, moi, je suis client Eurocave depuis 30 ans et je suis un client heureux, mon cher Benoît. Pour terminer, indépendamment de vendre des armoires à vin, tu es également un grand amateur de vin. Ouais, hein. C'est donc, tu adores le bon vin. Et quels sont tes 3 derniers coups de cœur ou 3 coups de cœur que tu as eu récemment? Pas forcément avec des vins chers, Pétrus Ikem, on les gardera quand. Et puis j'écarterai aussi les vins de ce soir pour pas faire croire que je suis payé. Donc. 3 derniers coups de cœur. Allez, un de ma région maintenant d'adoption, un côte-rôti, domaine Gram et Julie Bott. Ils bossaient pour Stéphane Augier. Ils ont monté les amateurs de vin les connaissent sans doute. Ils ont monté leur domaine, etc. Ils ont un côte-rôti qui est juste dingue. Super. Mais est-ce qu'ils ont monté leur prix aussi? Ils ont cartonné leur prix, ouais. Ils ont cartonné leur prix, mais c'est encore le moment, je pense que ça va monter, donc vaut mieux les acheter maintenant. Premier coup de cœur, deuxième coup de cœur.
Domaine des Roches-Neuves à Saumur, Champigny, voilà, top. Thierry Germain, c'est valeur sûre, super, super vin. Et toi, Et t'en le as un dernier, troisième. ouais. Gevrey-Chambertin. Très bien. Domaine Marcroix. Très bien, Voilà. très bien. Donc Bon. voilà, trois coups de cœur, que des vins. Alors ça, c'est pas bon pour le recave, le domaine Marcroix, ça à boire tout de suite, c'est top. Ouais, alors Benoît, donc pour en savoir plus, hein, il y a le flagship, une super boutique qui a été refaite d'ailleurs, qui est Porte Maillot. C'est juste à l'endroit où c'est impossible de se garer, mais il y a le flagship qui est là, voilà. Donc on peut y accéder. C'est vraiment très bien et ils sont très accueillants aussi. Et en tout cas, on peut retrouver également sur Eurocave.com. Voilà, directement. peut pas se planter, c'est pas difficile. Voilà, Benoît devait être formidable. Il a été, on l'applaudit très chaleureusement. Longue Merci vie à tous. Eurocave. Longue vie à Eurocave.